de la droite, il faut que nous nous inspirions de ce qui fut l'échec, je ne juge pas, mais de la primaire de gauche, et que la primaire de droite serve à trancher ce débat-là. Est-ce qu'on veut une alternance véritable ou est-ce qu'on veut une alternance des demi-mesures ou de l'immobilisme? C'est la question centrale qui dépend du diagnostic qu'on fait de la France aujourd'hui. Enfin, vous parlez de l'échec de la primaire de gauche, elle a permis de désigner le futur président de la République. Oui, mais pardon, en excusez-moi, 2011. d'abord c'était pas un jugement désagréable, Oui. et j'ai même dit, Patrick Cohen, que ce fut un succès de participation. Oui. Mais quand même, ce fut un échec. Pourquoi? Regardez l'état du quinquennat de M. Hollande et comment il termine. Je pense que l'échec du quinquennat de M. Hollande, paradoxalement, était contenu dans les mensonges ou dans les compromis ou dans les absences de clarification de la primaire. Au fond, la campagne, c'est le premier acte du quinquennat. Alors, question économique, Nicolas Sarkozy, on a beaucoup de questions pour vous, mais les suppressions de postes dans la fonction publique, c'est de la dépense, mais c'est aussi du service rendu aux Français. D'où les questions répétées sur les secteurs concernés, si vous revenez aux affaires. Vous dites 300 000 postes sur le quinquennat, dont la moitié dans la fonction publique d'État, mais sans toucher à la police, à la justice et à l'armée. Qu'est-ce qui reste? L'éducation, l'hôpital? Non, l'hôpital, c'est pas dans l'hôpital, c'est la fonction publique hospitalière. Excusez-moi. Il y a 3 fonctions publiques, une fonction publique d'État, 150 000 suppressions de postes, une fonction publique des collectivités territoriales, 150 000, et pour l'hôpital, je souhaite donner l'autonomie aux hôpitaux. Tous les secteurs seront concernés, à l'exception des forces de sécurité. C'est la raison pour laquelle, Patrick Cohen, vous me permettez, je vous en remercie, de préciser une chose. J'augmenterai la durée de travail dans les services publics pour la porter à 37 heures payées 37. Naturellement, Patrick Cohen, s'il y a moins de fonctionnaires et qu'on ne veut pas diminuer la qualité du service public, il faudra augmenter la durée de temps de travail dans les services publics. Au lieu des 35 heures, je les porterai à 37, payées 37. Mais dans l'éducation, où il y a environ 20 000 départs à la retraite par an, ça veut dire que vous ne remplacez aucun poste pendant 5 ans? Non, ce n'est pas exact, si vous me permettez. Je ne crois pas que ça soit raisonnable de ne remplacer aucun poste, parce que dans ce cas-là, vous faites vieillir le corps, bien sûr, puisque vous ne le remplacez pas. Et surtout, qu'est-ce que vous faites des écoles de formation? Ça veut dire que pendant 5 ans, vous ne voyez plus personne, donc vous les fermez, ça serait absurde. Non, c'est le 1 sur 2. Mais vous avez raison sur cette question. Je veux dire aux enseignants qu'on ne peut pas continuer comme ça. Un agrégé, c'est-à-dire le sommet en matière de compétences, c'est 15 heures d'obligation de service par semaine, 6 mois de l'année. Un certifié, c'est 18 heures d'obligation de service par semaine, 6 mois de l'année. Et un professeur des écoles, c'est 24 heures d'obligation de service par semaine, 6 mois de l'année. Ça veut dire qu'un prof commence à 1 600 €. Il faut absolument revaloriser la fonction enseignante, qui est très utile, qui est très difficile, et il faut en même temps augmenter la durée de présence des enseignants dans les établissements scolaires. Je souhaite notamment que tous les enfants dans nos collèges puissent bénéficier d'études dirigées. Donc les enseignants travailleront plus, entre 20 et 25% d'obligation de présence dans l'établissement en plus, mais seront payés davantage. Ça ne donne pas la réponse à ma première question. Si vous ne remplacez 1 sur 2, ça ne fait que 50 000 enseignants en moins pour atteindre les 150 000 que vous voulez avoir de postes supprimés dans la fonction publique d'État. Le compte n'y est pas? Si, le compte y est. Je l'ai fait exactement. Entre 2007 et 2012, nous avons supprimé exactement 150 000 postes. Oui. Donc c'est possible, par le 1 sur 2. 150 000. Oui, mais en visant d'abord la défense et la police, Nicolas Sarkozy. Non, pas en visant d'abord la police. Proportionnellement, si c'est la défense qui a été la plus touchée. Non, la défense a eu un gros effort de restructuration. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils l'ont accepté, ils ont fait un travail absolument remarquable. 40 000 postes supprimés. 150 000 postes seront supprimés dans la fonction publique. Nous n'avons pas le choix. Les dépenses publiques dans la richesse nationale, c'est 57%. Comme je veux baisser les impôts, parce que nous avons les impôts les plus lourds d'Europe, si on ne diminue pas les dépenses, on s'en sort pas. Ce qui n'a pas marché dans mon précédent quinquennat, je le reconnais bien volontiers, c'est que dans le même temps où je diminuais de 150 000 les effectifs dans la fonction d'État, les collectivités territoriales, à l'époque, pour les 3/4, dirigées par des équipes de gauche, en ont créé 150 000. Donc pour les déficits de la France, ça ne changeait rien. Est-ce qu'on peut continuer avec les déficits et la dette?
Je ne le pense pas. Ce bilan de votre quinquennat, Nicolas Sarkozy, il est au centre de la campagne de la primaire de droite. Vous êtes le plus exposé, le plus critiqué par vos rivaux. Bruno Le Maire, encore hier soir à Neuilly, qui vous accuse en quelque sorte d'avoir trahi la droite. Jean-François Copé dit à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous inspire ces attaques et ces critiques répétées? D'abord, quand on est candidat à la présidence de la République, il faut avoir le cuir épais et du sang-froid. Bruno Le Maire souhaitait être mon Premier ministre, il ne devait pas être très différent de moi, sinon pourquoi l'aurait-il voulu? Et il a été ministre les 5 années. Alain Juppé a fait l'ouverture et a fait la fermeture. Quant à Jean-François Copé, il était tellement heureux de ce que je faisais qu'il avait conceptualisé le thème de la coproduction législative. Bon, les Français ne sont pas dupes. Il y a des choses que je n'ai pas réussi. C'est de l'ingratitude. Il y en a une. Bon, c'est comme ça. Je n'y attache pas grande importance. Vous pourrez vous rassembler, vous retrouver ensemble. Patrick Cohen, il n'y a pas le choix. Mais il y a une chose dont je suis fier. C'est qu'on a connu entre 2008 et 2010 la plus grande crise que le monde ait jamais connue depuis 1929. Personne ne m'en parle. C'est donc qu'on a plutôt dû bien la gérer, protéger la France et protéger l'Europe. Nicolas Sarkozy, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve évidemment dans quelques minutes avec les questions des auditeurs de France Inter et dans un instant avec la revue de presse d'Hélène Jouan et d'autres sujets d'actualité. À tout de suite. C'est donc affiché hier soir sur l'écran à 18h comme promis par son actionnaire et ce malgré la grève déclenchée par les journalistes. Et c'est sans doute Laurent Geoffrin qui dit le mieux ce matin, toujours dans Libé, ce qu'a dit une entreprise de presse, par quel pacte tacite elle est régie. Pourquoi ce n'est pas tout à fait une entreprise comme les autres où le patron décide et où les collaborateurs exécutent. Ce sont les journalistes individuellement et collectivement qui incarnent les valeurs d'un journal ou d'une chaîne, dit-il, et qui garantissent, quand ils se montrent évidemment à la hauteur, son crédit, qui garantissent donc son crédit auprès des citoyens. Tout organe d'information repose ainsi sur un partage de pouvoir entre propriétaires et rédacteurs, partage parfois codifié par une charte. C'est au nom de cet équilibre que la rédaction d'ITélé s'insurge aujourd'hui. Voilà pourquoi le bras de fer qui oppose cette rédaction à son actionnaire concerne tous les journalistes, mais plus largement aussi tous ceux qui sont soucieux de la liberté d'information. Reste que sur cette crise à ITélé, c'est le silence en continu de la part des politiques. Et puis, ce sont des questions aussi sans réponse. Que cherche vraiment Vincent Bolloré? Un proche du milliardaire témoigne dans Libé. Comme ITélé, c'est un chiffre d'affaires minuscule, mais un sac d'emmerde énorme. Il la secoue dans tous les sens pour voir ce qui pourrait en sortir. Ça s'appelle, paraît-il, la technique de la boule à neige. Nous, on n'a jamais rien vu sortir d'une boule à neige, mais on attend de voir. Nicolas Sarkozy, je rebondis sur l'édito de Laurent Geoffrin qui vient de citer Hélène Jouan. Est-ce qu'à vos yeux, les journaux, les chaînes de télé, de radio sont des entreprises comme les autres où les propriétaires ou actionnaires ont tous les droits? Vous savez, j'écoutais Hélène Jouan qui dit le silence des politiques. Je n'aime pas d'ailleurs quand on met les politiques dans un sac, comme on dit. Je pense non, mais comme il y en a peu qui ont parlé, c'était une façon de résumer. Mais Hélène Jouan, c'est un débat impossible. Si on intervient, on devient des horribles dictateurs qui veulent prendre le contrôle et qui se mêlent du fonctionnement de l'entreprise de presse. Si on dit rien, on est des horribles complices. D'où ma question beaucoup plus générale à mon sens parfaitement pertinent. Merci. Je suis hésitant avant de vous répondre. J'ai envie de vous répondre oui, dans la mesure où l'industrie de la communication est une industrie comme les autres, au sens où il faut des hommes, des femmes, du talent, des capitaux, une concurrence acharnée, y compris pour France Inter, et en même temps c'est extrêmement sensible. Je ne suis pas choqué pour ma part lorsque le propriétaire d'un média, par exemple du Nouvel Obs, impose au Nouvel Obs une ligne politique à gauche. Je ne suis pas choqué quand le propriétaire du Figaro impose au Figaro une ligne politique à droite. Ce qui serait choquant, c'est pas ça. C'est qu'ils disent à l'intérieur qu'il faut bien traiter tel ou tel. Mais une ligne politique, chère Hélène Jouan, c'est pas anormal que ça soit l'actionnaire qui la définit. À condition, naturellement, Patrick Cohen, qu'elle soit générale. Je suis pas en train d'expliquer que le choix personnel serait possible. Mais Libération, Laurent Geoffrin, c'est un journal qui est engagé à gauche. Je n'ai pas le faire insulte que de le dire. Oui, mais là, il est moins question de ligne politique que de valeur ou de ligne éditoriale. Jean-Marc Morandini n'incarne pas une ligne politique. Est-ce que je défends M. Morandini? J'attaque, c'est pas la question. Patrick Cohen me pose une question. Est-ce que c'est une entreprise comme les autres? C'est d'abord une entreprise. Bon, avec des gens qui payent vos salaires et qui investissent. Et dire que c'est pas une entreprise, ça serait une insulte. Pour moi,
le propriétaire fixe une ligne politique, le propriétaire de Libération dit ce journal est le journal de la gauche. Je ne vois pas pourquoi, quand c'est le journal de la droite, ça serait moins légitime. Alors après, pour les décisions à l'intérieur, celles dont vous parlez, moi, vous savez, j'admire ceux qui ont des idées tellement tranchées sur le bien et le mal. En général, ceux qui parlent d'exemplarité sont ceux qui voient le retour de bâton le plus violemment. Demandez donc à François Hollande. Alors, justement, ce matin, dans la presse, Hélène tient enchaînement. Je ne connaissais pas le papier. Une certaine C'est vrai, vision de la politique. pas donné avant. Vous l'aviez pas avant d'arriver. Vous l'aviez pas corrigé, vous l'aviez pas revu avant. Bon, pardon, excusez-moi. Hélène Jouan. Oui, la presse qui revient effectivement sur la visite hier à Florange du président de la République. Toute la presse qui insiste sur la discrétion de ce déplacement, tout autant que sur son ratage. Alors explorons ensemble le champ lexical repéré ce matin. Cache-cache présidentiel à Florange, pour aujourd'hui en France, Le Parisien. Jeu du chat et de la souris avec les syndicats contestataires pour l'opinion. Passage en catimini pour Sud-Ouest. Hollande, Florange, ne lui dit pas merci, pastiche l'humanité. Retour amer à Florange pour Mediapart et c'est même la une du Financial Times. Hollande snobé par les syndicats. C'est un signe de la désillusion de la gauche, écrit la journaliste. En tout cas, pour un président au clair avec ses engagements, c'est ce qu'il a défendu hier sur place, le dispositif ne respire pas franchement la sérénité. Libération de gauche, donc, raconte par le menu comment les journalistes parqués dans les sous-sols de l'entreprise ont été privés de filmer son arrivée et sa rencontre avec des syndicalistes, par ailleurs triés sur le volet dans les Échos. Un de ses conseillers parle de Florange comme du solutré social de François Hollande. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'escalade de la Roche ou de la camionnette s'est plutôt faite en mode furtif. Conclusion du Figaro, sa campagne s'annonce compliquée. Autour de lui, on commence d'ailleurs à y réfléchir. Plus question de déambulation dans les rues. Son impopularité ne lui permet plus. Problème, effectivement, pour un éventuel futur candidat. Et puis, Jean-François Copé, lui, a 2 problèmes dans la vie. Entretien dans le Parisien ce matin. La CGT. Et vous, donc, Nicolas Sarkozy, le candidat à la primaire très distancé dans les sondages. Il va au bulldozer sur ses 2 cibles. Il accuse d'abord la CGT de bloquer le pays. Oui. On n'a pas vocation à co-diriger le pays avec la CGT, dit-il, rappelant les reculades successives du président actuel. Mais nous l'avons aussi, hélas, déplore-t-il, fait quand nous étions au pouvoir. Rappelez-vous, à l'époque, M. Thibault était le grand interlocuteur de l'Élysée, dit-il. Bon, en fait, Jean-François Copé, il n'a qu'une seule cible, vous. Il y a souvent, chez Nicolas Sarkozy, assène-t-il, un verbe haut et des demi-mesures. La crise de 2008, un alibi, s'exclame-t-il. Nous avons reculé devant la CGT, devant la coach caviar et devant la crainte des mauvais sondages. Quant à votre proposition, de référendum. Vous avez tout fait. Non, mais vous allez voir, je vais pas tout dire. Lisez la double page. Jean-François Copé, copieux, juge suicidaire, la juge suicidaire, donc cette proposition de référendum. La droite décomplexée, c'est celle qui a le courage de faire et pas seulement de dire. J'arrête là justement, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup plus parce qu'effectivement, il y a 2 pleines pages de Jean-François Copé. Ouais, vous étiez revenu en politique pour rassembler votre famille, Nicolas Sarkozy, c'est pas complètement réussi. D'abord, en 5 ans, je n'ai pas le souvenir d'un seul recul devant la CGT. Demandez-leur, réforme des régimes spéciaux, service minimum dans les transports en commun, autonomie des universités, passage de la retraite de 60 à 62 ans. Monsieur Thibault doit bien sourire. Tout cela, c'est de la politica et ça n'a aucune importance. Et si j'en juge d'ailleurs par la situation où se trouve mon concurrent, je ne pense pas que cette agressivité va le servir. Votre concurrent, en l'occurrence Jean-François Copé. Merci. Ah oui, pourquoi c'était qui d'après vous? Non, il y avait le choix. Il y en a plusieurs. Enfin, il y en a qui vous menacent davantage et qui sont plus hauts dans les sondages. Merci Hélène Jouan pour la revue de presse. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Patrick Cohen. Vous serez là à 9h-5. Mais oui. Bonjour. Alors sachez que mon Patrick Cohen a énormément de talent. Philippe nous appelle de l'Essonne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Je voulais poser une question à propos du programme de Nicolas Sarkozy. Vous avez un programme extrêmement à droite. Est-ce que vous vous engagez à ne faire aucune alliance pour les législatives? Comment ferez-vous pour gouverner sans l'apport du Front National en 2017 lors des législatives? Et d'autre part, pourquoi vous n'appelez jamais François Hollande le président Hollande? Vous dites toujours Monsieur Hollande. Ça fait très bizarre. Bonjour Philippe. Rien que pour vous faire plaisir, je voudrais dire mon désaccord total avec le président Hollande. Et donc, vous avez raison, j'ai aucun problème à l'appeler président, ça me paraît d'ailleurs tout à fait normal, il l'est. Par ailleurs, et même, vous savez, quand on a été président de la République, on reste président. Hein, donc on est dans la même situation. S'agissant des alliances avec le Front National, c'est très facile de vous répondre. Je n'ai jamais accepté la moindre alliance. Pour le plus petit canton de France, je ne l'ai jamais accepté.
Pourquoi voudriez-vous que je fasse demain ce que j'ai pas fait hier? Et d'ailleurs, Philippe, si vous regardez ça, Madame Le Pen ne m'appelle pas le président Sarkozy et me combat comme une cible prioritaire. Vous dites que mon projet est très à droite. Je ne le pense pas. Je suis pour une alternance déterminée, véritable. Allez, la politique de sécurité, on continue comme ça, 238 morts en moins de 2 ans. L'immigration continue comme ça. L'Afrique va passer de 1 milliard à 2 milliards 300 millions. Hélène Jouan parlait du Nigeria. Vous savez ce que c'est le Nigeria? Ça sera le 3e pays le plus peuplé du monde dans 30 ans. L'affaire de l'islam politique, on continue comme ça? On accepte que les femmes doivent se couvrir de burkinis sur nos plages? Les impôts, on continue comme ça, Philippe? Est-ce que, à chaque fois que je dis qu'il faut une rupture avec ce que fait le président Hollande, qu'il faut une alternance véritable, c'est parce que je suis à droite ou parce que j'ai conscience que la France ne peut pas continuer ainsi? D'autres questions pour vous? Alors, beaucoup de réactions sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, à propos des enseignants et de leur travail. François, par exemple, qui nous appelle de Villeneuve d'Ascq. Bonjour François. Bonjour. En fait, je suis pas à Villeneuve d'Ascq parce que je suis sur la route pour aller travailler. Eh ben, je me suis demandé s'il n'allait pas faire demi-tour parce que mes 6 mois, je pense déjà les avoir faits. Alors 6 mois, c'est... Je voulais juste réagir. Simplement, vous laissez dire à Monsieur Sarkozy ou Monsieur le Président Sarkozy qu'un enseignant certifié a une obligation de service de 18 heures par semaine et travaille 6 mois par an. Donc, si je comprends bien, Monsieur Cohen, vous qui animez la tranche du 7-9, vous travaillez donc 2 heures par jour. Hein, je suppose que vous arrivez à 7 ans moins 5, vous ne préparez pas du tout votre tranche, votre intervention. Bon, écoutez, nous, c'est à peu près la même chose. Merci François. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour contester ces propos que vous avez tenus. Un enseignant travaille 6 mois, puis 18 heures par semaine. Non, mais enfin, on peut contester tout ce qu'on veut, mais enfin, il y a des faits. Et je dis à François que, pour moi, le travail d'enseignant est un travail extrêmement noble, extrêmement difficile. Bon, mais on peut pas contester qu'il y a, dans l'organisation du calendrier scolaire, 6 mois de classe, et 6 mois, il n'y a pas classe. Ça veut pas dire que vous tournez les pouces, François. On peut pas contester qu'un professeur certifié a 18 heures, j'ai dit, d'obligation de présence. Naturellement, la préparation des cours, la correction des copies, tout ça c'est vrai. Et on peut pas contester qu'un jeune enseignant commence à 1 600 € parce que la République, il y a bien longtemps, a fait un arbitrage qui n'est pas un bon arbitrage, François, qui vous demandait peu d'heures de présence et en échange, un salaire très bas. Je veux revaloriser profondément la fonction enseignante, qui est sans doute l'une des plus utiles dans la société française. Pour revaloriser votre fonction, François, il faudra vous demander plus de présence dans les établissements. Pourquoi? Parce qu'un jeune enseignant qui habite à 1 heure de son lycée ou de son collège, quand il a 15 heures ou 18 heures d'obligation de service, il les boucle sur 2 jours, ce qui est parfaitement normal, parce que ça lui évite de faire des trajets en permanence. Et quand un gosse sort de classe et qu'il a besoin de s'adresser à un enseignant, vous n'avez même pas de bureau dans l'établissement, et vous n'êtes pas présent. Donc je veux plus de présence des enseignants pour encadrer les enfants qui n'arrivent pas à suivre. Et vous verrez, François, réfléchissez à ça. Il n'y aura pas d'autre choix pour la société française que de vous demander d'être plus présent dans les établissements pour mieux encadrer les enfants, de mieux vous former et de mieux vous rémunérer. C'est le choix que je fais. La gauche vous a trahi, François. Elle ne s'intéresse à vous que la veille des élections. Au lendemain des élections, elle vous oublie. À quoi ont servi les 60 000 postes créés? Y a-t-il moins d'enfants dans les classes? Y a-t-il plus de profs au contact des enfants? Non. On ne peut pas continuer comme ça, François. Si à chaque fois quelqu'un dit « voilà la vérité » et essaye de la décrire, je dis pas que j'ai raison sur tout, mais là, ces chiffres sont incontestables. Si on le prend comme une insulte, alors la France va continuer à aller dans le mur. Vous êtes certain, Nicolas Sarkozy, que les créations de postes qui ont été opérées depuis 2012 n'ont pas amélioré les conditions de vie scolaire et les rentrées successives? Et hélas, Patrick Cohen, je suis certain, parce que les chiffres qui sont publiés montrent qu'il y a toujours des classes surpeuplées, montrent qu'il y a toujours un malaise enseignant, parce que c'est extrêmement difficile d'être un enseignant. Ça va pas s'arranger si vous réduisez les postes. Au contraire, pardon de vous le dire, si dans la classe, il n'y a pas un enfant qui, regardant son maître ou son professeur, se dit « j'ai envie de faire comme lui », parce que le boulot qu'il fait, il est utile, il est bien rémunéré, il est bien considéré, où est-ce que va l'école de la République? Vous savez, j'ai fait une erreur, vous me demandiez. J'ai longtemps cru que la bonne réforme de l'éducation nationale partait de l'enfant.
Ben, je pense que c'est une erreur, une fausse bonne idée. La bonne réforme de l'éducation nationale part de l'enseignant. Parce que si l'enseignant n'est pas bien rémunéré, pas bien considéré, pas bien respecté, pas bien formé, vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez, vous en sortirez pas. Mieux payé, plus d'heures de présence, je crois que c'est l'avenir pour l'éducation nationale française. Jacques nous appelle de la région Limousin. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour Jacques. Êtes-vous devenu climato-sceptique? Si oui, pourquoi? Et sinon, quelle politique de lutte contre le changement climatique mènerez-vous si vous êtes élu en mai prochain? Merci de me poser cette question, Jacques. Est-ce que je suis devenu climato-sceptique? Non. Alors, ça me permet de préciser ce que j'ai dit. J'ai dit, Jacques, que l'homme n'était pas le seul responsable des dérèglements climatiques. Première chose. J'ai dit une autre chose. C'est que les dérèglements climatiques, nous les connaissons depuis longtemps. Bon, la planète, Jacques, c'est 4,5 milliards d'années. Depuis 4,5 milliards d'années, nous n'avons connu que des dérèglements climatiques. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Dans le désert, dans le Sahara, il y a des fossiles de coquillages et même des squelettes de requins. Cela prouve que le Sahara était, il y a des milliers d'années, une mer ou en tout cas une zone humide. Troisième chose que j'ai dit, c'est que le premier problème environnemental que le monde a affronté et qu'il n'a jamais affronté, Jacques, c'est que la population mondiale va passer de 7 milliards aujourd'hui à 11 milliards en 2100. Jamais, Jacques, nous n'aurons connu un tel choc démographique. En résumé, on a déjà connu des chocs climatiques, on n'a jamais connu un choc une forme de démographique. relativisme sur le phénomène que nous connaissons depuis des décennies d'action de l'homme pour qui favorise le réchauffement de la planète, Nicolas Sarkozy. Patrick Cohen, en disant ça, je ne m'incline pas devant une pensée unique et j'essaye de décrire les phénomènes tels qu'ils sont. Vous savez, j'aime bien les gravures. Au début du XXe siècle, il y a des gens qui font du patin à glace sur la Seine. Bon, on le fait plus. La dernière période de refroidissement, ce qu'on dit la petite période glaciaire, c'est grosso modo 14-15e siècle, début du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire les choses avec mesure, sans caricaturer, ou est-ce que le système médiatique est devenu à ce point caricatural qu'il n'y a que la caricature qui peut passer? Emmanuel nous appelle de Paris. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Comment, Monsieur Sarkozy, comment allez-vous Bonjour, lutter Emmanuel. contre les dealers, les voleurs, les contourneurs de loi, alors que vous êtes vous-même mis en examen sur Pygmalion? Pourquoi est-ce que vous fuyez vos responsabilités devant la justice, en fait? Pourquoi ne pas mettre tout ça au clair avant de vous présenter à un mandat électoral? Mettre au clair, c'est-à-dire comment, de quelle façon, Emmanuel? Devant la justice, Ah oui. de prouver votre bonne foi. Bon. Emmanuel, sur Emmanuel, je me suis souvent expliqué, mais je le refais bien volontiers. J'ai été, par le passé, interrogé beaucoup à France Inter, notamment sur l'affaire Bettencourt, qui a été le cœur de la campagne de 2012, qui s'est terminée pour un non-lieu pour moi et pour une relaxe pour M. Woerth. Vous savez que mon non-lieu a fait moins de publicité que toutes les polémiques. Bon. Sur l'affaire Pygmalion, pardon, Emmanuel, je ne suis pas mis en examen pour les agissements de Pygmalion. Je suis mis en examen pour dépassement des comptes de campagne, ce qui a été sanctionné par le Conseil constitutionnel. J'ai été 12 heures interrogé par un magistrat qui m'a dit « Vous n'avez rien à voir avec les agissements des dirigeants de Pygmalion. » Rien. 12 heures. Donc, je veux bien venir à France Inter pour me justifier là-dessus. Par ailleurs, l'un de mes concurrents a dit... Pardon, on attend une décision des juges... mais la décision des juges... Qui pourrait vous renvoyer devant un tribunal pour cette affaire. Dans ce cas, c'est pour financement illégal de campagne. Non. Oui, pour financement illégal. Non, c'est même pas financement illégal. Pour dépassement. Non, je vous assure, Thomas Legrand, c'est dans l'article du financement, mais c'est pour dépassement. Donc ça ne peut pas... Ce n'est pas rien non plus d'avoir dépassé les limites. Ça a déjà été... ça a déjà été tranché par le Conseil constitutionnel de manière définitive. Et je vais dire à Emmanuel que je suis le premier candidat à la présidentielle qui n'aura donc rien coûté aux contribuables, puisque j'ai assumé, en faisant ce qu'on a appelé à l'époque le sarcoton, le remboursement intégral des comptes de ma campagne, et j'ai même, de ma poche, payé les 340 000 € de pénalité. Si vous êtes désigné le 27 novembre, Nicolas Sarkozy, vous serez vigilant ou davantage vigilant cette fois sur vos dépenses de campagne et vos frais de meeting? Vous savez, c'est quelque chose de très complexe. J'étais à l'époque président de la République, président du G20, j'avais été président de l'Europe. Vous savez, les comptes de ma campagne, c'est 40 cartons. Je mets au défi quelques candidats à la présidentielle, que cela soit, de viser toutes les factures. Il est candidat, il vise pas les factures.
la vérité. L'argent des meetings, ça se voit, Nicolas Sarkozy. Un meeting de luxe, c'est pas la même chose qu'un truc bricolé dans une petite salle. Les limites sont dépassées. Faut lever le pied. Ne dites pas que ça comme ça. J'ai fait les mêmes meetings que le président Hollande, dans les mêmes salles que le président Hollande. Tout le monde le sait, exactement les mêmes. Ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est que c'est la première fois qu'un candidat à la présidentielle a été examiné comme je l'ai été examiné. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça devrait rassurer Emmanuel. Quel justiciable a été autant écouté, examiné que moi, entendu par des juges, pour quel résultat ? Aujourd'hui, si Emmanuel veut mon casier judiciaire, je lui donne bien volontiers. Il est aussi vierge que le sien. Je l'espère en tout cas, Emmanuel. Un coup d'œil sur les réseaux sociaux avec vous, Hélène Roussel. Tout a été plus ou moins dit. Les profs, les profs sont très nombreux à tweeter, évidemment, à propos de ces 6 mois. C'est oublié un peu vite. Les lectures, les copies, les cours, etc., qui se font à côté, évidemment, des heures de cours. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit ? Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit ? J'ai pas dit qu'il travaillait. C'est des réactions Twitter. Non, mais bien sûr, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant. On est des responsables politiques. Soit on dit la pensée unique, et d'ailleurs on traverse vos émissions ne disant rien, en ne suscitant aucune réaction, soit on essaye de mettre le doigt sur les vrais problèmes. Les vrais problèmes. Qu'est-ce qui s'occupe d'un gosse qui, sorti de classe, n'a pas compris sa leçon, si le prof n'est pas là, s'il n'a pas un bureau pour vous recevoir ? Qui ? Cette prof qui vous rappelle que c'est vous qui avez supprimé la formation des profs. Mais c'est tout à fait inexact. Les profs étaient formés par les UIFM, j'ai voulu qu'ils soient formés par l'université. Mais madame, si les profs sont pas formés par l'université, à quoi sert l'université ? Vous entendez la réaction des profs. Comment ça se fait qu'en 2007, vous aviez un discours qui rassemblait, qui donnait le sentiment que vous rassembliez, et là, votre discours, vous voyez, Vous parlez d'un discours résumé ? En 2007, oui. Thomas Legrand. Vous avez gagné ? Oui, mais c'est pas pour ça que ça semblait mieux. En 2007, le débat c'était sur le Karcher et sur la racaille. Les kiosques de Paris étaient cet homme est-il fou ou pourquoi fait-il peur ? Donc j'adore la reconstruction des histoires parce que vous avez gagné, c'est formé. Parce que vous avez gagné, c'est formidable. En 2007, j'ai fait 53%. Oui, en 2008, j'ai fait 48,5%. Ça ne veut pas dire que tout est à garder de 2007 et que tout est à jeter de 2012. En revanche, je veux dire aux enseignants que nous avons un chemin à faire ensemble et qu'on ne peut pas se contenter de la pensée unique et du débat comme si tout allait bien. Il y a beaucoup d'injustice à l'endroit de l'école de la République, qui ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais en même temps, il y a des choses qui vont pas. Par exemple, tous les mois et demi, il y a 15 jours de vacances. Quelle famille peut supporter ça ? De récupérer ses enfants. Hélène Jean parlait des femmes. Les femmes n'ont pas à choisir entre vie professionnelle et vie familiale. Quelle femme peut récupérer tous les mois et demi ses enfants pour 15 jours de vacances ? Il y a un problème. Il faut revoir le calendrier scolaire et les horaires de présence de nos enfants à l'école. On va marquer une pause avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver Alex Vizorek pour tout le bien qu'il a promis de vous dire. Salut Patrick. Vous avez une question pour notre invité ? Oui, bonjour Nicolas Sarkozy. Alors vous en avez sans doute eu vent, peut-être même l'avez-vous déjà lu, La correspondance amoureuse de François Mitterrand et d'Anne Pinjot, œuvre passionnante, poétique, politique aussi, un texte qui a fait l'objet d'un décryptage approfondi sur les ondes de nos confrères de France Culture. Et on a entendu Anne Pinjot au micro de l'historien Jean-Noël Jeannet raconter son hésitation, son dilemme à l'idée de publier cette correspondance. Alors ça pose la question évidemment de savoir jusqu'où va l'exposition de l'intime d'un président ou d'un ancien président. Vous qui avez récemment confié au micro de Karine Le Marchand avoir avec les femmes un bilan énorme. Est-ce que vous accepteriez que l'on publie les lettres que vous avez pu échanger, que vous échangerez avec elle? Avec Karine Le Marchand ? Non, avec les femmes. J'ai peur tout d'un coup. Bon, c'est une affaire difficile. D'abord, j'ai connu M. Mitterrand puisque j'étais 2 ans son ministre dans le cadre de la cohabitation. J'étais le ministre d'Édouard Balladur. Du budget, de la communication. Voilà. Je suis un peu gêné. D'abord parce que je trouve ces lettres talentueuses, et incontestablement c'est une information importante. De l'autre, je n'aime pas cette transparence. Cette espèce d'impudeur qui consiste à tout balancer. Je n'aime pas ça, je trouve ça gênant, je pense que ça appartient à l'intime. Et en même temps, je me disais, comme les choses ont changé, imaginez que moi j'ai fait vivre une famille officieuse dans les palais de la République, sans que personne n'en dise un mot. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on me dirait aujourd'hui ? Qu'est-ce que je viendrais comme rendre de compte ? Monsieur Mitterrand est un symbole, et c'est normal, c'est un homme de grande qualité, qui sait très bien écrire. Mais enfin, imaginez qu'un président de droite ait comme ça fait vivre dans les palais de la République sa seconde famille. C'est pas un problème moral. On a l'impression que c'est le Moyen-Âge. Vous imaginez
Le président Hollande ou le président Sarkozy faisant ça? Qu'est-ce qu'on dirait? Vous m'interrogez sur ces lettres. En disant c'est beau, c'est magnifique, c'est émouvant, c'est bien écrit. Bon. Ils vivaient où? Oui. Je vois que le silence sur le plateau en dit long. Il vivait dans un bâtiment appartenant à l'État, oui, dans un appartement appartenant à l'État. Tout ça est assez connu. À propos c'était pas connu du tout. À propos de pudeur et d'intimité, Nicolas Sarkozy, chacun se souvient que vous avez évoqué votre vie privée, intime, confirmée. Oui, d'abord. Votre liaison lors d'une conférence de presse sous les ors de l'Élysée. Ma liaison, merci. C'était une question qui portait sur un prochain mariage. Faites attention parce qu'Hélène Jouan est là. D'abord, est-ce que j'ai toujours bien fait en la matière? J'ai sans doute beaucoup fauté. Et vous avez raison. Mais au moins, on peut apprendre. Si j'ai appris, c'est ça. Mais en même temps. Donc, il y a un regret, là. Non, mais j'ai dit quelque chose. Vous savez, cette conférence de presse avait lieu un peu avant la mi-janvier. Et j'ai épousé Carla le 2 février. Donc il fallait bien que je le dise, à un moment ou à un autre. Et je n'ai pas voulu, peut-être que les femmes qui nous écoutent le comprendront, une femme qu'on aime, on la traite pas comme une maîtresse. Je n'ai pas voulu ça. Je l'ai peut-être mal fait, j'ai peut-être choqué, j'ai peut-être été maladroit, mais je vais vous dire quelque chose. Une femme qu'on aime, on la protège. Et quand on est président de la République, on lui donne un statut. Et j'ai voulu, en disant ça, peut-être maladroitement, dire voilà, Carla sera mon épouse. Et c'est Carla Bruni, avec sa carrière, mais sera mon épouse. J'ai pas voulu de photos glauques partant d'un domicile et parlant de la maîtresse du président de la République. Voilà. C'était une situation difficile à gérer. Vous connaissez ce proverbe. Quand je me scrute, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Dernière séquence de cette émission, Nicolas Sarkozy. On est très en retard, mais comme c'est de notre faute, nous prenons la décision de prolonger de quelques minutes pour entendre, comme promis, Alex Vizorek. Alex, c'est à vous. Mais oui, merci à tous et merci Monsieur Sarkozy déjà de prendre la peine de répondre un peu aux questions d'un humoriste. Je voudrais vous dire combien je respecte le travail qui est le vôtre et le choix de carrière qui a été le vôtre. Ça, c'est gentil. Parce que j'imagine que, y compris dans votre entourage familial et personnel, oui, il doit falloir passer du temps pour expliquer ce que vous faites. C'est pas faux. Et ça me touche et ça augure le meilleur pour cet entretien. Mais allons-y pour l'interview, ça démarre. Bonjour Patrick Cohen. Non, moi c'est Vizorek. Mais si vous me prenez pour le meilleur d'entre nous, mais ça me va très très bien aussi. Je voudrais qu'on parle des primaires. Quand vous voyez Alain Juppé, vous vous dites quoi? La population qui vieillit de plus en plus vieux. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que vous êtes plus jeune, plus énergique. Vous plaisez d'ailleurs beaucoup encore aux femmes. Et peut-être même que c'est un point commun, Jean-Pierre Elkabbach, entre vous et moi. Oui, c'est un point commun, mais je suis pas Jean-Pierre Elkabbach. Mais revenons à vos engagements politiques. Est-ce que vous vous sentez un peu aujourd'hui comme un missionnaire? C'est une position que j'ai bien connue. Oui, non, je vois que